ainsi que la représentante spéciale Hélène Lalim pour leurs exposés. Et nous sommes reconnaissants aux journalistes américains, notamment à iLiberté, Kim Isv, pour son éclairage très intéressant et très candide sur la situation dans le pays. Nous estimons qu'il est très utile d'inviter au Conseil de sécurité des experts qui peuvent nous donner des informations complémentaires qui nous permettent d'examiner les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité sous différents angles. Nous saluons également la présence parmi nous aujourd'hui du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, mais également de la République dominicaine. Aujourd'hui, l'on a entendu beaucoup d'informations sur la situation qui prévaut en Haïti et nous n'allons pas les répéter. La gravité de la crise politique, économique et humanitaire qui sévit dans le pays est évidente aux yeux de tous. Il est également clair qu'il n'existe pas de formule toute faite pour régler la situation et remettre le pays sur la voie du développement durable. Des solutions précipitées pourraient apaiser, mais pas guérir, les peines du peuple haïtien tant meurtri. Preuve en est le déblocage du terminal pétrolier que l'on a présenté quasiment comme la solution à tous les problèmes. Mais comme on le voit, cela n'a pas amélioré l'accès de la population aux biens de première nécessité et aux services comme on l'attendait depuis si longtemps. Nous et une grande partie des Haïtiens doutons que le déploiement éventuel d'une force militaire internationale pourrait modifier profondément la situation. Afin d'adopter des mesures efficaces, il est important de bien comprendre toutes les raisons de la situation actuelle qui prévaut en Haïti. La crise chronique de l'État, l'effondrement socio-économique, le délitement des institutions et du droit dans cet État insulaire sont principalement le fruit d'une manipulation politique étrangère pendant des années. La responsabilité historique à cet égard n'est endossée pas seulement par Washington, qui s'est émissé à plusieurs reprises dans les affaires intérieures de ce pays, mais également, notamment par le biais de la force militaire, mais également Paris, car c'est la France coloniale qui, pendant plus de 100 ans après la libération d'Haïti, a reçu des paiements pour l'indépendance au moyen de chantage et d'ultimatums militaires. Et c'est d'ailleurs le seul cas dans l'histoire où des anciens esclaves libérés ont dû être forcés de payer leurs oppresseurs. Des sommes colossales, équivalentes à des milliards de dollars d'aujourd'hui, sont tombées dans les poches de banquiers français ou de propriétaires de plantations au lieu de contribuer au développement de ce jeune pays pauvre. Aujourd'hui, les anciennes métropoles ont changé de méthode, mais n'ont pas modifié leurs approches coloniales. L'ingérence dans les affaires intérieures de l'Haïti se fait en imposant des décisions ou en plaçant des personnalités politiques en dehors du cadre juridique de l'État. Et dès lors, il n'y a pas d'autorité légitime, c'est-à-dire constituée dans le cadre d'une constitution nationale. Et l'implication constante de la communauté internationale dans les affaires d'Haïti a engendré chez les élites un sentiment de dépendance et que tout est permis. Sentiment que l'avenir ne dépend pas d'élections, mais plutôt du bon vouloir de protecteurs ou de parrains extérieurs. À cet égard, le principal objectif de la communauté internationale est de contribuer à l'amorce d'un dialogue politique pan-national afin d'élaborer les règles du jeu pour former des autorités légitimes. Les forces politiques haïtiennes, au pouvoir mais également dans l'opposition, doivent faire montre d'une attitude constructive afin de faire le ménage dans leur maison. Nous sommes étonnés de ne pas entendre des États-Unis ce message politique pourtant si évident adressé aux élites au pouvoir en Haïti. Les États-Unis s'empressent de qualifier d'anticonstitutionnelles les autorités de certains pays d'Amérique latine alors qu'ils protègent jalousement les régimes qui leur sont loyaux dans d'autres pays. En effet, n'existe-t-il pas dans la région une charte démocratique interaméricaine en date de 2001 qui énonce des critères clairs définissant une rupture du processus constitutionnel et prévoyant les types de réactions internationales dans ces cas-là, où est
la réaction, conformément à cette charte, par rapport à la légitimité très douteuse des autorités en Haïti. Nous savons comment agit Washington lorsqu'il souhaite soumettre un nouveau pays par des sanctions unilatérales contre les personnalités politiques qui ne lui sont pas avantageuses et qui devraient ainsi nettoyer l'arène politique pour la rendre plus avantageuse aux États-Unis. Et le Canada agit également de la sorte. Nous savons notamment que sur la liste des sanctions du Canada, il y a au moins 2 anciens premiers ministres d'Haïti qui souhaitent remettre en cause cette décision. Nous mettons en garde contre le fait de présenter ces mesures comme une réaction de l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre d'un régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous avons mis en place cette résolution du Conseil afin d'éviter les mesures unilatérales, d'élaborer des solutions communes, des décisions communes et de permettre la participation d'experts pour évaluer le bien fondé d'éventuelles mesures restrictives. Les informations que nous a présentées aujourd'hui Kim Hayes doivent nous amener à aborder de façon encore plus prudente, plus minutieuse l'instrument des sanctions. Sinon, nous risquons d'imposer des sanctions non pas contre des bandits, mais contre des personnalités de l'opposition qui pourraient participer au dialogue national, mais qui, pour une raison ou l'autre, sont indésirables pour les États-Unis et leurs satellites. Je tiens à le souligner une fois de plus, les mesures unilatérales des États-Unis et du Canada ne reflètent pas la volonté de la communauté internationale et ne doivent pas être perçues comme étant à l'origine du nouveau comité de sanctions sur Haïti. Nous comptons sur un travail productif du comité 2653 et du Gabon à sa tête, ainsi que des experts qui ont été sélectionnés et qui sont des professionnels de haut vol. Nous attirons l'attention sur le fait que la résolution prévoit d'étudier les sources et les itinéraires de la contrebande d'armes, notamment avec l'aide de l'ONUDC. Enfin, il est essentiel non seulement de déceler, mais également de tarir l'aide financière et matérielle aux bandes armées, notamment par le biais du trafic d'armes et de stupéfiants qui garantissent la survie des criminels et constituent la principale raison d'absence de l'ordre. Quant à nous, nous sommes prêts, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, à continuer de veiller à ce que les Haïtiens jouissent non seulement de l'ordre et du droit, mais également d'un processus politique libre, démocratique, d'un développement économique durable et de la prospérité. Et cela est important pas seulement pour Haïti, mais également pour la République dominicaine en tant que voisin direct d'Haïti. Et la situation en Haïti est extrêmement importante pour la République dominicaine et j'en veux pour preuve la présence du ministre des Affaires étrangères de ce pays à la présente séance. Et c'est important également pour l'ensemble de la région. Merci. Amina Mohamed, la représentante spéciale Hélène Lalim pour leur exposé. Je remercie également l'ambassadeur Michel Biang pour la présentation de la mise en place du comité 2653. Et je tiens à saluer la présence parmi nous des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de République dominicaine, ainsi que du représentant du Canada. Nous venons de l'entendre, Haïti ne peut plus attendre. La France exhorte la communauté internationale à redoubler ses efforts. Il faut de toute urgence mettre un terme à la spirale de violence et de misère qui frappe le pays. Permettez-moi de revenir sur 4 points pour ma part. Premièrement, la situation sécuritaire. Elle appelle une réponse collective plus vigoureuse. La reprise du terminal de Vareux est positive, mais elle ne doit pas masquer la réalité. Le problème reste entier. Les gangs multiplient les enlèvements, les violences sexuelles, les homicides, dans l'impunité la plus totale. Face à cela, l'objectif doit rester de soutenir beaucoup plus efficacement la police nationale haïtienne, qui est en première ligne. Elle a besoin, nous le savons, d'équipements, de financement, de formation. Et pour rétablir la sécurité, les autorités haïtiennes ont lancé un appel à la communauté internationale. Nous nous tenons prêts, avec nos partenaires, à faire davantage afin de redresser la situation sur le terrain. Deuxièmement, la France salue le régime de sanctions qui a été constitué pour les personnalités qui menacent la paix et la sécurité en Haïti. Les sanctions sont un signal dissuasif pour les groupes criminels et tous les soutiens politiques qui les appuient et qui les financent.
La constitution du comité 2653 est positive et nous espérons que sous la conduite du Gabon, ce comité sera en mesure de faire rapidement des propositions. À côté de ces sanctions, il importe également de reconstruire la justice en Haïti. Elle n'a aujourd'hui pas les moyens d'accomplir sa mission. L'état de détérioration des institutions judiciaires mine l'autorité de l'État, elle menace la sécurité des Haïtiens. La lutte contre l'impunité et le renforcement de la chaîne pénale doivent être une priorité majeure si nous espérons un jour mettre un terme à la violence. Troisièmement, nous continuerons d'exhorter les acteurs politiques à trouver un compromis. Le dialogue politique doit déboucher sur l'organisation d'élections démocratiques lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. La France appelle la classe politique à faire preuve de responsabilité afin de sortir de l'impasse actuelle. Quatrièmement, la crise en Haïti est multidimensionnelle, comme cela a été rappelé par de nombreux intervenants. C'est pourquoi la France est engagée pour faciliter l'aide humanitaire, en particulier face à l'épidémie de choléra qui frappe le pays depuis le mois d'octobre. La population souffre par ailleurs de la faim, les enfants ne vont plus à l'école, la situation humanitaire se dégrade. La France ne peut se résoudre à l'engrenage actuel, elle a en particulier augmenté son aide alimentaire à Haïti. Madame la Présidente, la France tient à réaffirmer sa solidarité vis-à-vis du peuple haïtien. Nous continuerons de soutenir résolument le BINU, qui mène dans des conditions extrêmement difficiles un travail essentiel. Nous continuerons avec l'Organisation internationale de la francophonie à mobiliser la communauté internationale pour apporter aux Haïtiennes et aux Haïtiens l'aide nécessaire. Et enfin, avant de clore mon propos, je souhaitais à mon tour saluer votre pays, Madame la Présidente, mais également l'Irlande, le Kenya, le Mexique, la Norvège, pour leur mandature réussie au sein de ce Conseil. Nous vous remercions pour l'excellent travail et toute la coopération qui a été menée tout au long de votre mandature. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour cette fin d'année. Et Madame la Présidente, je vous félicite pour une présidence parfaitement menée. Merci. Je remercie la vice-secrétaire générale Mohamed, Madame Lalim et l'ambassadeur Biang pour leurs exposés. Je me félicite de la présence des ministres des Affaires étrangères d'Haïti et de la République dominicaine, ainsi que du représentant permanent du Canada à la présente séance. J'ai également écouté avec beaucoup d'attention la déclaration de Monsieur Ives. Madame la Présidente, en 2022, année qui touche à sa fin, Haïti a connu toujours les bandes, une résurgence du choléra, des pénuries alimentaires, énergétiques et des violences croissantes contre les enfants et les femmes. Le peuple haïtien connaît un désespoir, une agonie sans bornes. Nous accordons beaucoup d'importance à la situation en Haïti. Cette année, nous avons incité à mener trois grands débats sur Haïti. Nous étions les premiers à proposer des sanctions contre les bandes et leurs parrains qui sapent la stabilité et la sécurité en Haïti. Également, à demander au secrétaire général de formuler des recommandations sur la façon d'aider la police nationale d'Haïti à combattre les bandes et à prononcer ma déclaration. Je voudrais souhaiter la bienvenue au ministre des Affaires étrangères Génou et au ministre des Affaires étrangères Alvarez. Et nous attendons leurs exposés. Les États-Unis continuent d'essayer de remédier à la dégradation de la crise humanitaire, à l'insécurité qui règne en Haïti, et nous continuons d'essayer de trouver des solutions dans l'intérêt de tous les Haïtiens. Nous croyons comprendre que le Premier ministre Henry cherche ou espère avoir un accord. C'est la fin de l'année. Nous sommes d'un optimisme prudent après la déclaration de membres de la société civile qui sont favorables à un accord. C'est la première fois que les acteurs du privé, donc du secteur privé plutôt, manifestent leur accord dans ce domaine. Monsieur l'ambassadeur Biang, merci de ces informations sur les activités menées depuis octobre. Nous
sommes heureux de voir que 4 candidats qualifiés ont été choisis pour couvrir les domaines financiers, affaires humanitaires, groupes armés, réseaux criminels, armes. Nous félicitons également le Gabon d'avoir contribué à l'élaboration de directives de travail. Avec le Mexique, notre délégation porte-plume, nous avons présenté la résolution sur le régime de sanctions. C'est une étape importante pour les Haïtiens. Nous imposons également des restrictions aux partis impliqués pour leur collaboration avec les gangs en Haïti. Ces mesures auront une incidence sur les dirigeants des gangs qui sont à l'origine de la crise, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous continuerons de cibler les dirigeants des gangs et ceux qui les financent. Nous allons repérer des cibles pour tarir le financement. Nous sommes encouragés lorsque nous voyons que la PNH a pu rétablir le contrôle du terminal pétrolier de Vareux. Néanmoins, la violence et l'insécurité restent une préoccupation quotidienne des Haïtiens. Les kidnappings, les enlèvements, le recours à la violence sexuelle, les viols par des gangs, les affrontements entre les gangs, les barricades sur les principaux axes routiers du pays restent de grandes difficultés. Par conséquent, nous continuons d'assister sur le soutien de la communauté internationale, y compris une force multinationale non onusienne telle que demandée par le gouvernement. Nous apportons plus de 90 millions de dollars de soutien depuis 18 mois et nous continuerons d'apporter un soutien crucial au bilatéral. Nous continuons également d'apporter une aide salvatrice aux Haïtiens qui ont du mal à faire face à une situation humanitaire qui se dégrade rapidement, avec des situations qui sont quasiment des situations de famine dans certaines régions du pays, un pays aussi touché par le choléra. Par ailleurs, les États-Unis ont toujours été le plus grand donateur humanitaire, pour l'appel humanitaire toujours sous-financé. Nous demandons à ce qu'une aide soit fournie suite au séisme. Nous avons apporté plus de 171 millions de dollars d'aide salvatrice, grâce aussi à des programmes pour asseoir la résilience, et ce depuis 2021 y compris. Nous essayons également de lutter contre le choléra, d'apporter des produits essentiels à Port-au-Prince et dans l'ensemble du pays pour les communautés vulnérables. Nous demandons à tous les donateurs d'accroître leur soutien dans cette période cruciale. Nous reconnaissons que qu'il faut qu'il y ait des solutions inclusives, un consensus inclusif pour faire avancer un accord politique. Nous reconnaissons la nécessité d'appuyer les réformes institutionnelles tout en répondant aux besoins humanitaires et sécuritaires du pays. Les États-Unis cherchent à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, à se focaliser sur la réforme du secteur de la sécurité, sur l'engagement civique et les possibilités économiques. Nous encourageons aussi les partenaires à participer et à contribuer au panier de fonds. Sans améliorer la sécurité, les progrès politiques, économiques et humanitaires seront impossibles. Nous encourageons la communauté internationale à continuer de braquer les projecteurs sur Haïti en contribuant à répondre à tous ces besoins. Mohamed, la représentante spéciale du secrétaire général Hélène Lalim et l'ambassadeur Michel-Xavier Biang du Gabon de leurs exposés circonstanciés. Je prends note également de la déclaration de M. Ives. Je voudrais féliciter l'ambassadeur Biang qui a assumé la présidence du comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 2653. Je lui présente tous mes vœux de succès à ce poste important. Je me félicite de la présence de M. Jean-Victor Génuès, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti, et de la présence de M. Roberto Alvarez, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Madame la Présidente, depuis notre dernière réunion en octobre, certains progrès ont été enregistrés sur le terrain, notamment avec la libération du terminal pétrolier de Vareux qui assure 70% de l'acheminement de carburant en Haïti. Cela montre la capacité et la détermination de la PNH.
La situation générale, néanmoins, reste délicate et inquiétante, étant donné que les bandes organisées restent un fauteur de troubles dans la société, si bien qu'il est pratiquement impossible d'avoir un retour à la normale institutionnelle et d'avoir un fonctionnement approprié des services publics. De surcroît, l'épidémie actuelle de choléra pose un risque de taille aux Haïtiens si cette épidémie n'est pas maîtrisée comme il se doit. Alors que Haïti est en proie à une crise multidimensionnelle, l'absence de progrès sur le plan politique ces derniers mois est édifiant. L'impasse politique actuelle et la crise humanitaire et la crise sécuritaire en Haïti se renforcent mutuellement. Un accord politique entre les principaux groupes politiques en Haïti est crucial pour que le pays puisse commencer à panser ses plaies et pour rétablir la gouvernance institutionnelle et démocratique. Aucun progrès significatif ne sera possible en Haïti si les principaux éléments politiques continuent de camper sur leur position et sont rétifs à tout compromis. Madame la Présidente, nous espérons que le régime de sanctions adopté à l'unanimité en octobre dernier permettra de prendre des sanctions ciblées contre ceux qui appuient la violence ou s'y adonnent, qu'ils soient puissants ou pas. Étant donné que certains membres imposent déjà des sanctions unilatérales contre certains individus haïtiens, nous estimons que l'heure est venue pour le comité des sanctions du Conseil de sécurité sur Haïti d'avancer dans ses délibérations. Nous avons pris note des options présentées par le secrétaire général dans sa lettre du 9 octobre pour accroître la sécurité en Haïti et nous prenons note de l'appel lancé par le gouvernement haïtien afin de recevoir un soutien armé spécialisé pour contribuer à remédier à la crise humanitaire dans le pays. Nous nous réjouissons d'avance de délibérations avec les membres du Conseil pour régler cette question dès que nous aurons les détails de cette réaction, pour que nous puissions nous pencher tous sur la question. Madame la Présidente, Haïti a besoin d'un changement qui va bien au-delà de la maîtrise des activités criminelles. Au-delà des mesures sécuritaires, le progrès socio-économique est indispensable pour remédier à la crise de façon durable et efficace. Haïti reste une priorité essentielle pour les projets de coopération internationaux du Brésil et nous enjoignons la communauté des donateurs à redoubler d'efforts pour assurer et encourager un développement économique et social efficace. Pour terminer, Madame la Présidente, nous voudrions une nouvelle fois appeler tous les acteurs politiques haïtiens à renouer les fils du dialogue et à convenir de toute urgence d'une solution politique. Nous croyons en des solutions menées par les Haïtiens, mais cela ne sera possible que si toutes les parties prenantes haïtiennes acceptent de discuter et acceptent le compromis et ouvrent ainsi la voie à des élections régulières et à la reprise et au rétablissement des institutions haïtiennes. De notre côté, je voudrais souligner qu'Haïti a été et reste une priorité pour le Brésil. Nous contribuons depuis longtemps à la paix et à la stabilité en Haïti et nous restons déterminés à continuer d'aider le pays, notamment ces temps difficiles. Je vous remercie. De la représentante spéciale du secrétaire général, Hélène Lalim, et du président du comité 2653, l'ambassadeur Biang. Nous prenons note de l'exposé de M. Ives et nous souhaitons la bienvenue au ministre des Affaires étrangères de Haïti et de la République dominicaine, ainsi qu'à l'ambassadeur du Canada. Lorsque le Mexique a rejoint le Conseil de sécurité en 2021, l'attention se focalisait sur l'organisation d'un référendum constitutionnel et un processus électoral. L'assassinat du président Moïse, qui n'est toujours pas élucidé, a accru plus encore la violence préexistante, ce qui a rendu difficile l'organisation des élections. Dans le même temps, les gangs se sont emparés de lieux stratégiques et ont entravé l'acheminement de l'aide humanitaire et des produits
de première nécessité. Tous ces éléments, ainsi que d'autres raisons, nous ont amenés à promouvoir une résolution afin de sanctionner les criminels. Il ne s'est jamais agi ici de sanctions à l'encontre de la population haïtienne. Par ailleurs, nous avons pris note du fait que, après l'adoption de la résolution de 1653, adoptée à l'unanimité d'ailleurs, le nouveau régime de sanctions a commencé à avoir un certain impact sur la situation sur le terrain. Nous espérons qu'avec le début des travaux du comité de sanctions, appuyé par un groupe d'experts indépendants nommé récemment, l'on continuera à prendre des mesures à l'encontre des responsables de la violence et de l'instabilité, y compris, et je le souligne, ceux qui sont impliqués dans le trafic d'armes. Il est évident que les sanctions, à elles seules, ne vont pas pouvoir apporter tous les changements nécessaires. Il faut prendre d'autres mesures afin d'aider le peuple haïtien. Nous reconnaissons qu'il faut maintenir le sentiment d'urgence, mais dans le même temps, il faut tenir compte des enseignements tirés du passé, si bien qu'il faut réfléchir attentivement à la meilleure façon de continuer d'aider Haïti. Mais en parallèle, il faut aussi que les principaux acteurs politiques en Haïti dégagent un consensus minimal en ce qui concerne l'avenir de leur propre pays. Le travail politique interne incombe aux Haïtiens, et uniquement aux Haïtiens. Pour répondre aux multiples besoins du peuple haïtien, il faut également reconnaître ses racines sociales. Évidemment, l'héritage du colonialisme, l'exclusion, les abus, les violations des droits humains, la dégradation de l'environnement également, pour ne mentionner que certains des facteurs qui doivent être pris en considération. Il est également nécessaire de mettre un terme à la corruption. À cet égard, je voudrais citer mot pour mot un extrait de l'intervention du président du Mexique devant le Conseil en novembre dernier. Je cite: « La corruption est la principale cause des inégalités, de la pauvreté, de la frustration, de la violence, des migrations et de graves conflits sociaux. » Fin de citation. Madame la Présidente, la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes, exemple de liberté, de résistance et de persévérance, comme dans le cas d'Haïti, ne saurait être victime ni de mesquinerie politique, ni d'un échiquier géopolitique. Le Mexique continuera d'insister sur le fait que nous devons faire face à la crise haïtienne sur différents fronts. Et évidemment, nous allons poursuivre les programmes de coopération avec toutes les institutions haïtiennes. Mais il faut aussi envisager de nouvelles façons d'apporter notre soutien lorsque les mesures prises ne sont pas suffisantes. Dès lors, nous lançons un appel à la communauté internationale et au système des Nations unies afin de résister à l'inertie et à la lassitude face au dossier haïtien. Et nous prions instamment les dirigeants haïtiens à assumer leurs responsabilités pour réunir les conditions de stabilité conformément aux intérêts véritables du peuple haïtien. Chers collègues, étant donné que c'est la dernière intervention de mon pays en tant que membre élu, étant donné également que j'ai eu la possibilité de partager la rédaction des textes, je voudrais vous dire que le Mexique restera très attentif
à l'évolution de la situation en Haïti et nous restons déterminés à coopérer avec le Conseil, avec les autorités haïtiennes dans la mesure de nos possibilités. Je vous remercie. Apprécie beaucoup le travail du comité de sanctions dirigé par l'ambassadeur Michel Xavier Biang du Gabon. Il formule le vœu que ces travaux soient couronnés de succès et déjà nous garantissons à ce comité tout l'appui du gouvernement d'Haïti. Le gouvernement d'Haïti prend note de la formation du groupe d'experts devant accompagner le comité de sanctions dans sa tâche. Il encourage également l'établissement de la liste des principaux acteurs liés à la violence des gangs et au blanchiment des avoirs. Dans cet ordre d'idées, la justice haïtienne a été mise en branle afin de trouver la meilleure formule susceptible de donner plein d'effet à la résolution 2653 dans le système juridique haïtien. Les différents parquets du pays ont été aussi mobilisés. Madame la Présidente, depuis le vote de la résolution 2653 le 21 octobre dernier, on constate une reprise timide des activités dans le pays. Cependant, il ne faut pas se méprendre sur cette évolution de la situation. La libération de l'accès au principal terminal pétrolier de Vareux, si elle a soulagé la pression qui s'exerçait sur la population et sur les activités économiques, est loin d'avoir résolu le problème structurel posé par l'action des gangs armés qui continuent à entraver les actions du gouvernement et de la population dans bien des domaines. Les assassinats, viols, enlèvements, détournements de camions de marchandises continuent. Dans la communauté de Cabaret, localité située à 32 km de la capitale, 12 paisibles citoyens ont été massacrés en l'espace d'une soirée et une dizaine de maisons incendiées. À Petite Rivière de l'Artibonite, plus de 10 000 personnes ont dû fuir leur lieu de résidence selon la direction de la protection civile. Il y a 2 semaines, le directeur de l'académie de police a été lâchement abattu par des bandits armés. Près d'une soixantaine d'agents de police ont subi le même sort depuis le début de l'année. Un leader de parti politique activement impliqué dans la recherche d'un accord politique inclusif a été sauvagement assassiné. Je trouve donc étonnant qu'on puisse, dans cette enceinte, faire le marketing et la promotion de gangs qui tuent, assassinent. Et ce n'est pas en faisant la promotion des gangs armés qu'on arrivera à étouffer les cris de détresse du peuple haïtien, ni sa volonté de mettre fin à ce cauchemar. Madame la Présidente, le pays vit sous la menace d'une crise humanitaire qui plonge la moitié de la population dans l'insécurité alimentaire, soit environ 4,5 millions de personnes. Cette situation est due à des causes structurelles qui ont été considérablement aggravées du fait du blocage des routes et des vols et des détournements de camions transportant les denrées vers les villes et actions menées par des gangs armés. Les effets de l'action des gangs se traduisent aussi par une inflation galopante qui rend les quelques denrées disponibles inabordables pour les populations vivant une certaine précarité. Ce phénomène est amplifié par la prise en otage de l'entrée nord de la capitale qui rend inaccessible le port à conteneurs de Lafito où sont bloqués près de 3000 conteneurs de produits alimentaires et pharmaceutiques ainsi que des matières premières pour des usines d'assemblage. Certains produits commencent à manquer et les prix s'envolent du fait de la rareté. L'unique usine de fabrication de farine de blé est à l'arrêt depuis plusieurs mois,
parce qu'elle a été sabotée par les gangs. Il en va de même de la cimenterie nationale qui se trouve dans la même zone industrielle. Une grave crise sanitaire effrayante et inattendue causée par la résurgence du choléra évolue à une vitesse exponentielle avec un nombre élevé de victimes. Une véritable menace de santé publique pour le pays et en particulier la région en général. Un rapport récent du ministère de la Santé publique fait état au 18 décembre 2022 de 17 629 cas suspects, 14 972 cas hospitalisés et 316 décès. Il est à souligner que les enfants de 1 à 4 ans sont les plus touchés, suivis par le groupe d'âge entre 20 et 29 ans. Cette maladie qui s'est déclarée dans 2 quartiers défavorisés de la capitale touche actuellement tous les départements à l'exception du Nord-Est. Je saisis l'occasion pour exprimer la gratitude du peuple haïtien pour le support d'urgence fourni par les pays amis au ministère de la Santé publique pour contenir la propagation de cette maladie. Madame la Présidente, le peuple haïtien apprécie la décision unanime du Conseil de sécurité de sanctionner certains acteurs importants qui, de près ou de loin, contribuaient à alimenter l'instabilité politique à travers leur soutien apporté aux gangs armés. Ceci a un impact certain dans le contexte actuel et devrait contribuer à faciliter le dialogue interhaïtien et l'adhésion à un compromis national susceptible de nous conduire vers des élections générales en 2023. L'application des sanctions permettra d'éviter l'injection de l'argent sale dans le processus électoral. Il permettra également de réduire la capacité des promoteurs de la violence à s'approvisionner en armes et en munitions. Madame la Présidente, l'insécurité demeure une priorité et une urgence pour le peuple haïtien qui a assez souffert de la crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Sans la création d'un environnement sécuritaire adéquat, il est illusoire de penser que l'on pourra sortir durablement de la crise. Les données qui avaient poussé le gouvernement haïtien à solliciter l'assistance d'une force spécialisée pour accompagner la police nationale dans sa lutte pour éradiquer ou tout au moins contenir le phénomène des gangs armés, restaurer l'ordre et imposer le respect de la règle de droit sur l'ensemble du territoire, ces données, dis-je, n'ont pas beaucoup changé. Le début de reprise des activités ne constitue pas une conséquence directe des opérations menées par les forces de l'ordre. Les gangs ont ralenti leurs activités dans certains points, mais continuent à terroriser la population dans d'autres. Leur capacité de nuisance est restée quasiment intacte et ils ont la possibilité de reprendre leurs exactions quand ils veulent. Il est urgent que les amis d'Haïti apportent cette assistance qui, si elle est suffisamment robuste, peut aider la police nationale à venir à bout du phénomène des gangs armés. Il faut aussi savoir que le peuple haïtien, dans son immense majorité, est favorable à l'arrivée de cette assistance, quoi qu'en disent certains qui ne proposent aucune solution alternative. Dépeindre des bandits et criminels qui tuent, violent et séquestrent comme des leaders révolutionnaires et des dirigeants de l'opposition ne correspond tout simplement pas à la réalité. De nombreux rapports émanant d'institutions de défense des droits de la personne, tant nationales qu'internationales, ont démontré la culpabilité indiscutable de ces individus. Vouloir les blanchir et les faire passer pour ceux qui ne le sont pas, c'est rendre un mauvais service à Haïti. Distingués membres du Conseil, Madame la Présidente, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, a toujours cru que le dialogue est le moyen privilégié pour résoudre les problèmes politiques, même les plus complexes. Il a fait
tout ce qui était possible en allant vers les divers secteurs de la vie nationale. Cela lui a permis de conclure l'accord du 11 septembre 2021. Qu'à cela ne tienne, il ne s'en est pas contenté parce que, avec l'ensemble du gouvernement, il a voulu tout mettre en œuvre pour élargir le consensus. Beaucoup lui ont reproché d'avoir perdu trop de temps à courtiser les récalcitrants et à chercher à les ramener à la table de négociation. Mais comme il l'a redit il y a 2 jours en recevant les vœux du corps diplomatique et consulaire, il ne regrette pas d'avoir essayé. C'est dans l'unité que le peuple haïtien a pu réaliser des prouesses dans le passé. C'est dans l'unité qu'il doit trouver le moyen de mettre un terme à cette crise qui a trop duré. À l'instar des orateurs qui m'ont précédé dans leurs interventions, je suis content d'annoncer que ce matin, le Premier ministre Henry s'est réuni avec des représentants de la société civile, avec des membres, des représentants du secteur des affaires, des partis politiques, pour finaliser et signer un consensus national pour une transition inclusive et former un haut conseil de la transition en vue d'aller dans le courant de l'année 2023 vers l'organisation de bonnes élections qui permettront au peuple haïtien de choisir librement les élus qui devront assumer la direction des affaires du pays. Je vous remercie de votre aimable attention tout en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année.